Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici donc ce troisième cours consacré aux compléments. Je l'ai divisé en trois parties plus ou moins égales pour que le fichier soit moins volumineux. Il y a quelques modifications et résumés par rapport à la version du diaporama de l'année dernière. Je pense que c'est pour plus de simplicité. Voici les choses importantes à connaître. Les fonctions du complément plus que les détails de la cascade, la façon dont le complément peut s'activer, ces molécules clés, les véritables carrefours du complément que sont d'une part le C3 et une enzyme que l'on appelle C3 convertase. Une molécule qui intervient dans cette cascade du complément mais qui a des fonctions pratique, je dirais, dans la médecine de tous les jours, qui est la CRP. Il faut retenir malgré tout qu'elle intervient dans cette cascade du complément. Savoir comment une des voies du complément, qu'on appelle la voie alterne, est régulée. Connaître le rôle du complément dans cette facilitation de la phagocytose qu'on appelle opsonisation, comme vous l'avez vu dans le dernier cours. Et connaître le rôle du complexe d'attaque membranaire, notamment pour l'élimination du méningocoque, et le rôle fondamental, et ça fera l'objet d'ailleurs de notre séance interactive de mardi, des anaphylatoxines, notamment le sous-produit de C5 qu'on appelle C5A, dans le déclenchement de la réponse inflammatoire. Pourquoi ce non-complément ? Tout simplement parce que les anticorps ont d'abord été découverts et qu'on s'est aperçu que les anticorps étaient dépourvus d'activité lytique des bactéries, en tout cas en éprouvette, mais que si on ajoutait certains composants du plasma, les anticorps devenaient capables d'induire la lyse des bactéries. Et on a donné le nom de complément à l'ensemble de ces facteurs plasmatiques permettant aux anticorps de devenir bactéricides, notamment par la constitution du complexe d'attaque membranaire dont on va parler. Il s'agit d'un système très complexe avec des cascades différentes, des systèmes de régulation, donc c'est un système d'une extrême complexité qui fait toujours l'objet de recherches car probablement que son implication dans les maladies dépasse largement la défense contre les microbes. Justement, voici les principales fonctions du complément. Fonction de lyse bactérienne, on en a parlé. Fonction d'opsonisation, on vient d'en dire un mot. L'activation des réponses inflammatoires et une quatrième fonction dont on parlera, qui est l'élimination des complexes immuns. Les complexes immuns, ce sont les complexes qui sont formés entre les anticorps et leur antigène. Et on pourrait y ajouter, mais c'est relativement lié malgré tout, l'élimination des cellules apoptotiques. En immunopathologie, on considère que les complexes immuns et les cellules apoptotiques peuvent, s'ils ne sont pas rapidement éliminés, être à la source de maladies inflammatoires et auto-immunes. Quelques généralités concernant ces protéines du complément. Elles sont souvent, mais pas toujours, synthétisées dans le foie, dans certains états d'insuffisance hépatique, dans le cadre de cirrhose par exemple, on peut observer des déficits fonctionnels du complément. Alors, comme dans beaucoup de cascades moléculaires, on a souvent des précurseurs qui sont dépourvus d'activité enzymatique et qu'il va falloir cliver pour qu'une sous-unité inhibitrice se détache et permette à l'activité enzymatique, catalytique de se révéler. Alors, la nomenclature est un petit peu fantaisiste, tout simplement parce que toutes ces molécules ont été découvertes au fil du temps et pas nécessairement dans un ordre logique si on considère l'intervention de ces différentes molécules dans leurs cascades respectives. Alors l'usage est de donner des noms
aux fragments qui vont être formés lors du clivage des protéines précurseurs. Et l'usage pour la presque totalité de ces facteurs, c'est d'appeler B le fragment catalytique, le plus gros fragment qui va rester en place et s'ancrer dans la surface des bactéries, et de donner le nom A, petit a, au fragment qui va se détacher, au fragment inhibiteur qui va se détacher et diffuser. Alors il y a une exception historique, je dirais, c'est le C2, pour lequel on a longtemps donné C2A pour le fragment catalytique et C2B pour le fragment inhibiteur qui diffuse. Il y a une recommandation il y a quelques années pour qu'on tente d'homogénéiser la façon de dénommer ces fragments. Les deux usages persistent. Donc moi j'ai tendance à privilégier cette nouvelle nomenclature, c'est-à-dire d'appeler C2B le fragment catalytique et C2A le fragment inhibiteur qui diffuse, mais les deux se trouvent, aucune espèce d'importance, aucune question piège à ce sujet. Voici un résumé de la cascade du complément. J'attire votre attention sur des façons différentes d'activer le complément, donc d'entrer dans cette cascade. Une cascade qu'on appelle la voie classique, qui est ici. Une voie qui est très très proche et qui va rapidement converger vers la voie classique, qui est la voie dite des lectines. Une voie très différente, au moins dans ces premières étapes qu'on appelle la voie alterne ou voie alternative. Une convergence vers une enzyme, une étape clé qui est le clivage de C3 en C3b plus C3a, et puis une voie commune qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, MAC en anglais, Membrane Attack Complex, avec des protéines très importantes, notamment le C5a qui est une très puissante anaphylatoxine qui va déclencher les réponses inflammatoires, et le C3b qui est une très puissante opsonine qui va de façon très efficace déclencher la phagocytose de la cellule microbienne à la surface de laquelle ce C3b s'est fixé. Il y a en effet une notion relativement irréversible dans l'ancrage de ces molécules, notamment le C4b, anciennement appelé C4a, peu importe, et le C3b, notamment parce que leur activation va révéler des groupements anti-OESTER qui sont considérés comme très réactifs et qui vont faire des liaisons covalentes avec toute une série de molécules présentes à la surface des cellules. Donc l'ancrage du complément à la surface de la cellule cible dépend en grande partie de C4b et C3b. Nous commençons maintenant à décrire brièvement ce qu'est cette voie classique, la première voie d'activation du complément. C'est une voie qui fait intervenir une protéine appelée C1q. C1q, c'est ce qu'on appelle une colectine. Alors d'où vient ce nom colectine? C'est l'agrégation de deux mots. D'une part collagène, parce que c'est une protéine qui a un domaine de type collagène, et d'autre part lectine. Les lectines, c'est une vaste famille de protéines qu'on rencontre surtout chez les végétaux, mais également chez les animaux, qui ont pour propriété de se lier à des sucres, notamment sur des glycoprotéines, et de façon relativement sélective. Ça veut dire qu'une lectine donnée va reconnaître certains sucres, mais pas d'autres. Il y a une certaine sélectivité dans leur reconnaissance. Et on pourrait les considérer en quelque sorte comme des ancêtres des immunoglobulines, mais les immunoglobulines ont évidemment une diversité de reconnaissance qui est considérablement plus importante. Et bien donc cette colectine, C1q, a cette propriété de se fixer à certains sucres et pas à d'autres. Alors, le premier ligand de C1q qui a été découvert, c'est un ligand présent à la surface de nos immunoglobulines.
Donc nos immunoglobulines sont des protéines, mais qui sont des protéines glycosylées. Donc on va trouver des sucres à la surface de nos immunoglobulines. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de parler d'antigènes sucrés qui auraient été fixés par l'immunoglobuline. Je parle des protéines elles-mêmes. Nos immunoglobulines sont des protéines qui sont des protéines glycosylées, des glycoprotéines, et c'est de ces sucres-là que je veux parler quand je parle de la reconnaissance par le C1Q. Alors vous l'avez compris intuitivement, si nos immunoglobulines étaient toujours capables de se fixer au C1Q et d'activer le complément, les choses n'iraient pas bien. Donc ce n'est que quand les immunoglobulines reconnaissent leur antigène, qu'elles changent de conformation et qu'elles révèlent ainsi des résidus sucrés, normalement cachés, je dirais, qui vont permettre la fixation au C1Q. En d'autres termes, la portion FC d'une immunoglobuline libre, sans antigène fixé, est incapable de se lier au C1Q. Alors, d'autres protéines sont étroitement associées à C1Q. Elles sont codées par des gènes différents, mais néanmoins, comme elles sont fonctionnellement associées, les premiers chercheurs qui ont découvert ces protéines leur ont également donné des noms de C1. Il s'agit de C1R et de C1S, qui sont en fait des enzymes qui vont s'activer de façon séquentielle quand le C1Q se fixe à ces ligands. Alors voici le complexe de ces trois types de protéines appelées C1. Le C1Q, c'est cette sorte de bouquet de fleurs, bouquet de tulipes que vous avez ici. Et ces deux enzymes, ces deux séries de protéases que sont C1R et C1S. Ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que quand le C1Q se fixe à ces ligands, il permet la fixation de C1R et de C1S et l'activation de ces deux enzymes qui vont s'activer mutuellement. C'est C1R qui va activer C1S. Alors, je vous l'ai dit, un des premiers ligands qui a été découvert pour le C1Q, ce sont des résidus sucrés qu'on va trouver sur les complexes immuns. Et les immunoglobulines qui vont être les plus efficaces pour cette fixation, ce sont les IgM. Donc il y a 5 classes d'anticorps, comme vous le savez, les IgG dont j'ai souvent parlé, les IgA, les IgE dont on a parlé dans le cours notamment avec les eosinophiles, mais aussi les IgM. Les IgM ont pour particularité d'être des pentamères, c'est-à-dire que ce que vous connaissez de la structure d'une IgG, elle est présente 5 fois sur une IgM. Et donc les IgM possèdent plusieurs sites de fixation pour la molécule C1Q, pour autant évidemment que l'IgM soit lié à ces antigènes. Elle en possède 5, mais en pratique, il y a place pour 3 C1Q qui peuvent se fixer sur une seule IgM. Vous comprenez donc que les IgM sont extrêmement actifs pour activer la voie classique, efficace pour activer la voie classique du complément. Voici cette structure pentamérique d'une IgM. Ici, on pourrait même corriger, puisqu'en fait, ça possède 5 sites, mais qu'en pratique, seuls 3 C1Q peuvent venir se fixer. Petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance. Encore une fois, je répète que cette activation ne peut se faire que si l'IgM est lié à un antigène, sinon le système perd de son sens. Là, vous avez cette modification de conformation de l'IgM quand elle est sous forme libre ou sous forme complexée à un antigène, à plusieurs antigènes, puisque vous avez ici
une même IgM va pouvoir fixer 5 molécules d'antigène ici, là, là, là et là. Les IgG sont des monomères et donc vont être moins efficaces pour l'activation du complément que les IgM. On estime en fait que il faut que 2 IgG soient fixés sur leur antigène à une distance idéale pour que cela permette la fixation du C1q et l'activation de la cascade. Donc je répète, très important, les IgM sont très efficaces pour l'activation du complément, les IgG le sont moins. Alors la cascade va se poursuivre. Donc dès que le C1q est fixé sur ces ligands, ici 2 IgG, cela va permettre l'activation des sérines protéases de la famille, enfin du complexe plutôt C1, C1R d'abord qui va activer C1S, et C1S va cliver un facteur soluble plasmatique qui est la protéine C4. La protéine C4 va être découpée en 2 morceaux. Un morceau C4b qui va s'ancrer de façon covalente sur la cellule microbienne et un morceau C4a de plus petite taille qui va diffuser. Une fois cet ancrage de C4b réalisé, une autre protéine plasmatique appelée C2 va venir s'y fixer et C2 va elle-même être clivée en deux par cette sérine protéase qui est C1S, aboutissant ainsi à la formation d'un complexe C4b2b, qu'on appelle parfois dans certains vieux textbooks C4b2a, souvenez-vous cette querelle de terminologie, mais qui n'a pas beaucoup d'importance, avec diffusion d'un petit facteur qu'on appelle le C2a. Eh bien, ce complexe moléculaire C4b2b est très important car il a lui-même une activité enzymatique et va être capable de cliver C3 en C3A plus C3b. Souvenez-vous, c'est le carrefour du complément. Le clivage de C3 en C3A plus C3b, et voici comment on y arrive à partir de la voie classique. Alors je propose de terminer ici cette première partie du cours sur le complément. La suite arrivera dans les 2 petits films qui suivent.